Salut l'équipe, la Free Agency 2018 est donc incroyable. Kawhi Leonard est envoyé à Toronto en échange de DeMar DeRozan. Melo est envoyé à Atlanta, mais il n'y jouera jamais puisqu'il va récupérer juste 28 millions comme ça tranquille. Et Schroeder, lui, jouera au OKC. Enfin, c'est encore un beau bordel en NBA. Il fallait donc faire une émission et avec moi, bien sûr, Steph, qui est sorti de ses petites vacances. Salut mon petit Erwan, ça va? Ça, mon grand, en pleine forme, ravi. On a tellement. T'as suivi un petit peu tout ce bordel? Bah oui, forcément que j'ai suivi tout ça. Ça me rassure, hein, parce que faire l'émission tout seul, ça aurait été compliqué. On salue notre ami Thomas qui est sur les plages d'Anglette, qui nous fait de superbes stories. Il fait du crossfit. On va découper cette émission en deux séquences. Il y aura un focus avec donc Melo, donc qui est désormais agent libre. Où c'est qu'il va pouvoir signer? On sait que Houston et les Lakers tiennent la corde. Ça va certainement se jouer entre ces deux franchises-là. Mais surtout, on va commencer par la fin du feuilleton Kawhi Leonard. C'est le débat. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over Bryant. Voilà, le feuilleton Kawhi Leonard a enfin pris fin, Steph. Et on a alors. C'était surprenant quand même de le voir arriver à Toronto. Moi, c'est Thomas le premier dans une émission qui m'avait dit il y a peut-être Toronto qui se met sur les rangs. J'avais dit j'y crois pas une seconde. Et ben finalement, ça c'est fait. On va peut-être voir en tableau le trade en entier. Kawhi Leonard et Danny Green, donc tous les deux en fin de contrat en 2019, atterrissent à Toronto. Et de l'autre côté, c'est DeMar DeRozan, Jacob Poeltl et un tour de draft 2019 qui atterrit chez les Spurs. Et la première question qu'on a envie de se poser dans ce débat, Steph, est-ce que c'est un trade gagnant-gagnant? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il peut être gagnant-gagnant, voire même plus du côté des Raptors, si Kawhi Leonard redevient le Kawhi Leonard d'il y a 2 saisons. Parce que n'oublions pas que Kawhi Leonard, mettons de côté sa blessure, Kawhi Leonard, si c'est le Kawhi Leonard qu'on a vu depuis le début de sa carrière, pour moi, c'est le meilleur joueur à avoir porté le maillot de cette franchise des Raptors. C'est au-dessus de Chris Bosh, c'est au-dessus de Vince Carter et c'est au-dessus de DeMar DeRozan pour moi. Potentiellement. Oui, potentiellement. Après, il y a cette incertitude. Comment va-t-il revenir de cette blessure? Même si c'est un garçon très discret. On a vu aujourd'hui, on a pu découvrir des vidéos de Gordon Hayward qui fait des workouts pour montrer qu'il est en bonne santé. Kawhi Leonard, rien ne fuite sur lui alors que sa blessure est censée être beaucoup moins importante que celle qu'elle était de Tony Parker. On n'a jamais vu un Kawhi Leonard sur le terrain gambader, faire des workouts, faire des trucs comme ça. Donc on est très mystérieux, on ne sait pas où il en est physiquement. Mais sur ce trade-là, si Kawhi Leonard redevient le Kawhi Leonard des Spurs, pour moi c'est gagnant pour les Raptors. Et les Spurs, eux, s'en sortent plutôt bien parce qu'ils ont sécurisé un joueur All-Star avec DeMar DeRozan qui est là pour une longue durée. On le sait, même si longue durée, aujourd'hui on a vu que ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose. Et puis surtout, ne l'oublions pas, Erwan, ce Jacob Poeltl, il nous a séduit toute la saison. On l'aime bien, un energizer en sortie de banc, rebondeur, défenseur, qui amène de la course. Mais c'est des joueurs que les Spurs n'avaient plus beaucoup cette année, dans ces dernières saisons, dans leur effectif. Et c'est un joueur qui peut plaire à Greg Popovich. Donc tu as explosé complètement la colonne vertébrale de mon débat. Donc on va se recentrer, puisque tu as commencé avec Kawhi Leonard chez les Raptors. On va commencer avec donc, côté Raptors. C'est quand même surprenant qu'une équipe qui finit première la saison dernière quand même de l'Est, qui avec un coach qui a été élu meilleur coach de l'année, avec un DeMar DeRozan qui réussit sa meilleure saison régulière en carrière. Et finalement, alors certes, ils sont encore une fois sortis par LeBron James et les Cavs. La manière peut interroger. Certes, on sait qu'il y avait un vrai blocage psychologique, mais LeBron James est parti. Dans la conférence Ouest chez les Lakers. Moi, j'ai envie de croire, j'aurais eu envie de croire en tout cas que cette équipe-là méritait une dernière saison. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, le front office des Raptors est peut-être un des top front office de NBA. Le guerrier Masai a souvent pris des bonnes décisions. Elle est peut-être étrange parce qu'il brise un duo qui fonctionne bien à la fois sur le terrain, Laurie DeRozan, et surtout en dehors du terrain. Qui fonctionnait bien en saison régulière, Steph. On a vu aussi bien sûr. Il y avait peut-être, et ça on peut le comprendre côté Masai Ujiri, peut-être un agacement par rapport à des performances en playoff. Qui se fasse sortir cette saison par LeBron James, qui a été monumental en playoff, notamment dans toute la campagne à l'Est. On peut le comprendre, c'est la manière, c'est se faire sweeper. On rappelle que le match 1, ils doivent absolument le gagner. Mais finalement, c'est la manière peut-être de se faire sortir par LeBron James qui a peut-être tout déclenché. Je pense que ça a été l'élément déclencheur, le sweep. Tu perds contre les Cavs 4-2, 4-3, ça reste quand même un échec vu la saison régulière. Mais la manière, elle est catastrophique. Encore une fois, on a vu un Kyle Lowry en play-off en deçà de ses chiffres. On a vu un DeMar DeRozan en deçà de sa saison régulière. Et Masai Ujiri, les dirigeants NBA, ils gèrent une entreprise. C'est des patrons d'entreprise. Donc, ils ont du recul. Ils ne s'arrêtent pas sur une saison régulière avec des victoires sur un premier, avec le meilleur bilan de la conférence Est. Ils essayent de voir à long terme, d'anticiper les choses. Et là, ils se sont dit, écoute, on n'y arrive pas. Certes, LeBron est parti. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, quelque chose à casser? On n'est pas dans cette routine-là
avec Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Valanciunas. Est-ce qu'il ne faut pas tout changer? On a la possibilité d'avoir Kawhi Leonard du 109, qui est potentiellement un meilleur joueur que DeMar DeRozan. On tente le coup. Qui est un meilleur joueur que Oui, DeMar oui, oui. DeRozan? Il n'y a pas de souci à dire ça. Moi, ce qui me gêne un peu, je te dis, j'aurais vraiment cru et j'aurais aimé qu'ils aient une autre saison parce que je trouvais que le coaching staff avait été plutôt bon. Il y avait une meilleure alternance dans le jeu. DeRozan était enfin le vrai leader de cette équipe. Kyle Lowry était dans un registre un peu plus playmaker, passeur. Et puis surtout, ils avaient le meilleur banc de la NBA. Tu le sais très bien qu'avec un banc, tu peux voyager. Et bon, alors certes, ils avaient ce blocage psychologique face à LeBron James. Ils l'avaient plus puisqu'il est parti. Il aurait mérité. Je trouve que ça reste un risque énorme de faire ça. Et on va arriver notamment sur un autre point parce que Kawhi Leonard est en fin de contrat en 2019. Kawhi Leonard n'a pas joué depuis 1 an pour des raisons plus ou moins floues. On ne sait pas si c'est vraiment une blessure. On ne sait pas si parce qu'il n'avait plus envie de jouer. On sait qu'il y a eu une embrouille avec Tony Parker. On sait qu'il n'a pas été très classe avec les Spurs aussi. Tu récupères un joueur qui est là sur 1 an. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font les Raptors? Ils font presque 2 pierres, un coup en deux fois. Ils récupèrent Kawhi Leonard, mais ils se disent une paire de coups. une paire de coups. Merci, putain, je suis fatigué. C'est une paire de coups, c'est-à-dire que tu récupères Kawhi Leonard, ça marche, t'arrives à le convaincre de re-signer, ben, t'es un top player. Sinon, ça veut dire que dès l'année prochaine, on entame une reconstruction côté Raptors. Je crois qu'ils ont joué au casino, ils ont joué rouge ou noir à la roulette. Ils vont avoir une saison déjà. C'était pas gagné Kawhi Leonard veuille faire cette saison du côté des Raptors. On a entendu au début du transfert, du trade, des mecs dire sur les réseaux sociaux, des gars d'ESPN dire Kawhi Leonard, il veut pas aller à Toronto. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a vu se faire prendre en photo avec Masai Ujiri et le patron, avec le sourire, ce qui est quelque chose de rare du côté de Kawhi Leonard. Petit sourire. Hein. Petit sourire. Il va la faire cette saison. Maintenant, ça va être du côté des Raptors Mais de le alors, convaincre. juste, je te coupe. Il est obligé de la faire la saison. Bien sûr. Steph. Au bout d'un moment, il a joué 9 matchs la saison dernière. D'ailleurs, on a peut-être. Il peut faire le foot de base. On a ce comparatif sur la saison dernière. Alors, effectivement, c'est un meilleur joueur, Kawhi Leonard, que DeMar DeRozan. Mais regarde, la saison dernière, 9 matchs joués. Saison blanche. Ces stats, pour moi, ils veulent rien dire. Non, mais d'accord. Mais au bout d'un moment, donc tu prends un mec quand même qui, la saison dernière, playoff inclus, joue 90 matchs. Je pense, Erwan, que Masai Ujiri a dû passer quelques coups de téléphone. Il part pas. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que le flou autour de la blessure de Kawhi Leonard avait permis aux Raptors de pouvoir attirer Kawhi Leonard, de discuter avec le clan Kawhi Leonard et de discuter avec les Spurs. Parce qu'il y avait un flou artistique autour de sa blessure, il a déclaré ça dans la presse américaine. Donc le flou, il était donc je pense qu'ils ont vraiment été opportunistes, ils ont profité vraiment de ce cas atypique, ce cas quasiment jamais vu en NBA, où tu as vu qu'un mec comme Kawhi Leonard joue 9 matchs en se disant je suis blessé, mais je ne veux pas jouer non plus. C'est pas l'écraser, c'est pas étendre d'Achille. Surtout, on ne l'a pas vu en playoff du tout sur la chaise. Et qui est transféré à Toronto. Et les premières infos qui sortent de ce transfert-là, c'est moi, je ne veux pas jouer à Toronto. C'est quand même fou. Alors lui, il l'a pas dit, mais si c'est sorti, c'est qu'il y a des gens de son entourage qui ont dû leur dire, son oncle notamment, qui lui fait, je pense, beaucoup de tort. On a déjà vu ça, un mec on a dû lui dire à un moment donné, parce qu'on se rappelle que il arrive à Toronto, s'il ne veut pas jouer, l'année prochaine, il est en fin de contrat, il va signer un contrat autour des 180 millions de dollars. S'il ne veut pas jouer à Toronto, on peut imaginer qu'il peut s'asseoir quasiment sur 100 millions de dollars. Il va faire une Isia Thomas. Hein. Mais non, je pense que Masai Ujiri a des certitudes. Je pense qu'il a dû s'entretenir avec Greg Popovich. Je pense qu'il a dû s'entretenir avec le staff médical des Spurs, avec le staff médical autour de Kawhi Leonard, parce qu'on sait qu'il est parti se faire soigner un petit peu en dehors des Spurs. Ils ont des certitudes. On n'a jamais vraiment connu le vrai verdict de cette blessure. On sait que c'était quelque chose au niveau du quadriceps. Donc c'est bizarre. Eux, je pense qu'ils ont la certitude que Kawhi Leonard va être au top. Ils sont garantis de ça. Ils sont la garantie que Kawhi Leonard va devenir le grand Kawhi Leonard. Et moi, ça va être. J'ai hâte de voir. On est dans le pari quand même. Hein. Bien sûr, on est dans le pari, mais dans le pari physique, parce que c'est vrai que sur sa blessure, on sait pas. Et le pari de est-ce qu'il va sportif, alchimie aussi. Est-ce qu'il va vraiment avoir envie de mouiller le maillot pour les Raptors et surtout est-ce qu'il va signer en 2019? Ça fait beaucoup d'incertitudes. Kawhi Leonard n'a jamais paru depuis le début de sa carrière comme étant un joueur bête. Hein, appelons un chat. Ça me paraît pas être un joueur bête. Je crois qu'il est bien conscient que cette saison-là, pour lui, elle est capitale pour son avenir. Et les Raptors, à l'image de Casey avec Paul George, ils se sont dit sur une saison, on va tout mettre en œuvre pour lui montrer que la franchise, elle est bien en place, qu'il y a une belle organisation, qu'on est capable de jouer les premières places et pourquoi pas la finale NBA dans la conférence Ouest. Et le convaincre, il faut qu'il s'entende bien avec Kyle Lowry, il faut qu'il s'entende bien avec Jonas Valanciunas, il faut que le coach, ça clique avec Kawhi Leonard. Ils ont 1 an pour ça. 1 an, c'est très long. Après, il y a énormément d'aléas. Je te fais le starting five. Le starting five, à quoi il doit ressembler? Kyle Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard, Serge Ibaka, Valanciunas. Ils gardent leur banc, qui était le meilleur banc de la saison dernière. Tu en as juste
Potel, mais on sait qu'il y a des joueurs comme Siakam qui font le taf sur ce poste-là. Est-ce que c'est une équipe qui peut aller en finale NBA? C'est une équipe ultra solide. C'est une équipe ultra solide. Ils ont les bases. Ces joueurs-là, ils connaissent le système Raptors. Ils ont juste un énorme joueur à inclure dans le système. Je ne crois pas que ce soit le joueur le plus compliqué à inclure. Dans le jeu, il me paraît plutôt intelligent, Kawhi Leonard, capable de comprendre les différents systèmes des Raptors. Moi, je ne suis pas inquiet pour eux. Ils peuvent jouer dans les yeux avec les Celtics, les yeux dans les yeux avec les Sixers, qui paraissent être les deux autres favoris de la conférence Est. Cette équipe, elle est costaud. Les joueurs de banc, ils ont une année d'expérience supplémentaire. Ils connaissent mieux leur rôle. Ils ont signé Van Vliet. Fred Van Vliet va être un joueur ultra Dylan important Wright. en backup de Kyle Lowry. Jonas Valanciunas, je pense, va être j'espère, et on l'espère tous, toi aussi, impliqué encore plus. Kyle Lowry, est-ce que Kyle Lowry va peut-être cette fois-ci reprendre un peu plus de tickets shoot, même si on sait que Kawhi Leonard il est capable de bien croquer comme DeMar DeRozan. Moi, cette équipe, elle a de la gueule. Après, bien sûr, il y a toujours ce point d'interrogation. Quel Kawhi Leonard on va avoir au mois d'octobre? On va revenir un petit peu donc, sur le départ de DeRozan, donc, qui atterrit chez les Spurs. Avant de parler des Spurs, ça s'est fait de manière un petit peu vilaine. DeMar DeRozan a été très marqué, il a été soutenu par beaucoup de joueurs. Et Masai Ujiri s'est même excusé publiquement de la manière dont ça s'était passé. Ouais, après, c'est pas. Après, c'est le business. Oui, bien sûr que c'est un business. Mais on reproche souvent aux joueurs. Bien sûr. On reproche souvent aux joueurs de ne pas être loyal. Et finalement, là, on voit bien que en même temps que ce soit les joueurs ou les franchises, ça reste un business pour tout le monde et chacun veut le meilleur. Quand un joueur se barre alors qu'il est en fin de contrat, il se fait quand même détruire. Là, c'est un trade, donc il y a quand même une contrepartie en échange. Les Raptors, ils perdent pas de DeMar DeRozan sans rien avoir en retour. Lui, faut que les gens comprennent bien. Les gens, vous savez, Erwan, les Français de base, ils disent bah alors, il s'en fout, il est transféré, il a signé 138 millions pour 5 ans, on s'en bat les couilles, il est content, il a plein d'argent. C'est pas ça, les mecs. Ces mecs-là, ça reste des êtres humains, ça reste des sportifs. Ils ont une famille, ils ont des enfants. Ça faisait 9 ans qu'il était à Toronto, il était installé, ses enfants étaient scolarisés, sa femme avait sûrement un travail, ils avaient acheté une maison. Il faut déménager tout ça. C'est une nouvelle vie. Il faut dire à ta femme, prévenir à tes enfants, et les enfants, c'est important quand ils sont jeunes, ils ont leurs amis, tout ça, dire écoutez, c'est fini Toronto, on s'en va à San Antonio. C'est l'être humain aussi, là, on met de côté le sportif, les millions. Il y a aussi la vie de l'être humain. Le mec, il change de vie, il change de ville. Donc, c'est dur aussi pour lui, qui en plus, lui, se voyait finir là-bas, Raptors, vous voyez son maillot accroché, c'est pourquoi pas, c'est 15-20 ans sous le maillot des Raptors. Donc, c'est dur pour lui. C'est pour ça aussi qu'il a été touché, forcément, et moi je peux le comprendre, même si forcément la NBA ça reste un business et que les mecs ils sont là pour faire de l'argent en gagnant et en modelant plein de trucs, mais pour l'homme c'est dur. Bon an mal an, voilà DeMar DeRozan qui déboule chez les Spurs. Et honnêtement, on en avait déjà un petit peu parlé en off avec Thomas dans notre discussion WhatsApp. C'est quelque chose qui nous plaît plutôt de voir arriver DeMar DeRozan chez les Spurs. Ouais, Alors, on a vu ses limites en playoff. On sait que c'est pas le plus grand des défenseurs, mais il va bénéficier, comme Kawhi Leonard a bénéficié, du système Popovich, du système Spurs. Et moi, j'ai l'impression que ce mec-là peut s'éclater dans ce système. Totalement. On sait que Greg Popovich va forcément mettre des choses en place pour que DeMar DeRozan émerge dans ce système. Et puis, il y a un duo qui peut faire kiffer. LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan, ça peut faire peur. LaMarcus Aldridge, qui depuis qu'il est arrivé à San Antonio, peut-être un petit peu plus sous-estimé, parce qu'à Portland, c'était une équipe qui gagnait peut-être à l'époque un petit peu moins de matchs que les Spurs, où il faisait des énormes chiffres. Cette saison, LaMarcus Aldridge, et d'ailleurs, tu lui es beaucoup tombé dessus il y a 2 ans. Cette année, tu as trouvé que LaMarcus Aldridge était plutôt solide. Ça fait 2 ans. Ouais. Il a été très bon. Ce duo, il peut être monstrueux. Ce duo, il peut faire carnage sur carnage. Et surtout, je vais te parler d'un autre duo où il y a aussi LaMarcus Aldridge. C'est que LaMarcus Aldridge, mine de rien, joue beaucoup 5. On sait que même s'il a fait des efforts, tu l'as souligné, il n'aime pas trop la maillotche. Là, il est associé à Pau Gasol, qui n'est pas non plus le plus grand maillotcheur de la planète. Et là, pour le coup, ils arrivent avec un mec avec un casque, qui n'a pas peur des coups de grisou. C'est Jacob Poeltl, qui lui va arriver, pour le coup, à faire le sale boulot sur le poste 5. Il va permettre à LaMarcus Aldridge de retrouver peut-être un rôle un petit peu plus comme on le connaissait à Portland. Et qui va être titulaire à côté de LaMarcus Aldridge dans la raquette du côté des Spurs? Poeltl va pas être starter. Quand même. Moi, j'enverrai Poeltl starter et j'enverrai Pau Gasol en 6e homme. Pau Gasol en 6e homme, ouais. Après, il l'était un petit peu à Chicago, il me semble. Oui. Et ça matchait pas mal. Ça s'est bien passé. Après avoir en fonction de. Pour mettre un peu de dureté, dès le début. On sait que les Spurs, l'année dernière, dans leur raquette... Dès qu'ils jouaient des mecs un peu durs que ça, ils explosaient. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jacob Poeltl qui est arrivé, parce que je pense qu'il va faire le sale taf, comme le faisait un petit peu le mec à signé Orlando après, là.
Le mec qui a Le signé en pivot, après, le un pivot. tonton là. Un tonton. Deadmon. Ah, Merci Polo. Deadmon. Comme le faisait Deadmon il y a 2 ans, tu vois. Et là, je pense qu'en plus, Jacob Poeltl a plus de mains en attaque, peut mettre quelques paniers, toujours très véloce dans l'axe. Il n'a pas peur d'aller mettre le corps en opposition. Je pense qu'il va vraiment faire le sale boulot et il va permettre à la Marcus Aldridge de souffler un peu, de s'économiser en attaque et plutôt que de tout le temps batailler au rebond. Et on parle souvent des meilleurs front office. On disait que Masai Ujiri était un fantastique GM. Encore une fois, on s'aperçoit qu'R.C. Buford, du côté des Spurs, Bah, c'est très costaud. Ils Parce étaient à que- 2 doigts d'exploser, ils étaient c'était à- la crise. Justement, on les voyait se dire voilà, c'est la reconstruction totale. Tipeee, on le met de côté. On a Ginobili, on a Gasol, on veut mettre les gamins en avant. Comment il s'appelle le meneur qui a signé, là, qui est rookie cette année White, Non, ça, c'était l'année dernière, White. Cette année, ils ont signé. Murray, Non. Bref, j'ai plus son Forbes. nom. Forbes. Non, On est bon, là, rookie sur les qu'ils ont noms. signé cette année- le rookie qu'ils ont signé cette année. Bref, c'est pas grave. On les voyait faire une année en mettant les jeunes en avant. Costello Costello, c'est un rappeur de la FF, ça. Je sais pas, moi, tu me Bref, sens c'est pas grave, laisse tomber. Lonnie Walker. Voilà, Lonnie Walker, exactement. Merci, Erwan. Et on les voyait saison de transition avec les gamins et puis les anciens qui font le taf. Et bien finalement, non, cette équipe, elle va rester encore ultra compétitive. Elle va frôler les 50, 55 victoires. Et elle va être encore un troublion et un trouble fait dans cette conférence Ouest. Question. Et par rapport à la saison dernière, est-ce que les Spurs se sont renforcés par rapport à la saison dernière? Bah, forcément. On est d'accord. On est d'accord. Kawhi Leonard a joué 9 matchs. Là, tu vas avoir un DeMar DeRozan qui en a joué Donc 90. là, tu remplaces cette un mec saison. qui a plus envie de jouer, qui a été quasiment un fantôme la saison dernière, par un mec qu'on l'a vu qui a joué 90 matchs et qui a plus de 23 points par match. Moi, j'ai l'impression que les Spurs, avec cette affaire-là, se renforcent. Et quand tu regardes la saison des Spurs, elle n'est pas dramatique la saison dernière. Sans Kawhi Leonard, ils s'en sortent plutôt tête haute. Ils se font peur à un moment Oui, donné. ils hein. font peur à un moment, mais ils gagnent. À un moment, ils font une belle petite série sur la fin de saison qui leur permet de sécuriser les playoffs. Et ben, cette équipe des Spurs, moi, elle me plaît et j'ai hâte de voir DeMar DeRozan dans ce système Spurs, dans ce système Popovich, avec ce passing game, tous ces enchaînements de main à main, avec des responsabilités individuelles accrues pour lui dans ce système Spurs où il va sûrement avoir quelques tickets shoot autorisés par Greg Popovich. Est-ce que pour toi, Danny Green est une vraie perte du côté des Spurs? Non. Alors, je sais que beaucoup de fans des Spurs sont pas d'accord parce qu'ils sont Ouais, beaucoup. parce ils qu'il sont reste, beaucoup- il reste sur les Ils sont, finales. beau- ils sont beau- oui, déjà, ils sont beaucoup issus attachés aux joueurs, hein, ça on peut le comprendre. Non, je pense que Danny Green était clairement dans une fin de cycle. Ça fait quand même 2 saisons que je le trouve. Ouais. Je le trouve Chante, hein. Je le trouve. Ouais, Ça fait Ah ouais. un Je le trouve- bon bout de temps qu'on l'a pas Ouais. vu filocher ses ouais, arts c'est sur ça. un match. Déjà, je trouve défensivement, alors il est moins saignant qu'il l'a été à une époque. Et puis, mais il filoche un petit peu moins. C'est peut-être pas plus mal pour lui d'aller voir un petit peu un nouveau challenge ailleurs. Je le trouvais depuis 2 ans un petit peu sur la jante, comme tu dis. Ouais. Donc non, je suis pas sûr que ce soit une très grosse perte. Par contre, sur les lignes arrière, pour défendre, ça va être un chouille compliqué. Sur Ouais. le poste de meneur, je les trouve très, très faibles. Hein. On l'a dit, il y a le Derrick White, donc le petit jeune. Ils ont des Il y a grands, ils sont Dejounte grands, Murray, surtout. Patty Mills. Ils sont grands. Dejounte Murray est grand, donc pour défendre Donc sur les meneurs, ils ont drafté Lonnie Walker, là, c'est ça. Hein. Oui. Donc Qui est un on va, bon petit on va joueur. voir, qui est un bon petit joueur, mais ils ont perdu, qui est parti à Memphis. Tout à fait. Celui qui a le Boris Dio 2.0 qui va à 2 à l'heure. Kyle Anderson. Kyle Anderson, voilà. C'est l'été. Bref, en tout cas, est-ce que dans ce débat-là, sur ce trade-là, quand on dit gagnant-gagnant, tu es d'accord avec ça? Oui. Dites-nous dans les commentaires. Moi, je suis d'accord, mais alors, forcément, les gens vont me dire ouais, mais Kawhi Leonard, on ne sait pas comment il va revenir. Admettons, partons du principe que Kawhi Leonard, il a mis 1 an pour soigner, que cet été, il va bien bosser, qu'il va revenir au training camp au top. Pour moi, c'est du gagnant-gagnant, voire même un chouïa plus pour les Raptors si Kawhi Leonard redevient le grand Kawhi Leonard qu'il a été. Moi, j'irai pas dire Je dirais pas, non. gagnant pour les Raptors parce qu'il y a trop d'incertitudes et surtout, si Kawhi Leonard ne re-signe pas, je pense que les Raptors, de toute façon, ils ont dit À court terme, c'est on dit, gagnant. on si fait, Kawhi on dit- Leonard- on dit on fait all-in. C'est-à-dire que ou ça marche avec Kawhi Leonard, on fait une finale NBA et on a tout gagné, ou alors ça marche pas, ils se barrent et de toute façon, ils ont déjà dans un coin de leur tête de commencer à partir sur la reconstruire. reconstruction. Donc quelque part, c'est un risque assez calculé, ça reste quand même un gros risque et tu perds aussi quand même une figure de la franchise, peut-être la figure la plus historique de la franchise, parce que je pense que DeRozan a plus performé, en tout cas a fait une finale de conf que Vince Carter n'avait ou même- Chris même- Bosh ou n'avait même pas Chris fait. Bosh, bien sûr. Dites-nous vous dans les commentaires si vous pensez que c'est plus les Spurs qui sont gagnants, si c'est plus les Raptors ou si c'est les deux finalement qui sont gagnants-gagnants. Il y en a un autre qui a tout gagné, c'est Carmelo Anthony qui s'est fait trader aux Hawks et qui a pris 28 millions et qui ne jouera jamais pour les Hawks. On va en parler tout de suite. Où va atterrir Carmelo Anthony et est-ce que le nouvel effectif d'OKC vous plaît? C'est dans le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Alors, avant de rentrer un petit peu dans l'intégralité de ce focus, on va d'abord voir un tableau pour un petit peu récapituler ce transfert qui n'a pas été simple. Alors, Dennis Schroeder arrive à OKC avec Timothée Luwawu-Cabarrot de Philadelphie. Carmelo Anthony lui arrive à Atlanta, mais on vous l'a dit, boum, il est coupé direct et prend ses 28 millions.
Justin Anderson, un choix de draft protégé de 2022 pour aller Hawks. Et puis Mike Muscala qui avait tweeté sur Joel Embiid pour lui dire qu'il détestait ce joueur parce qu'il disait trop de la merde, sera ravi donc de partager, de s'entraîner et de partager le vestiaire avec Joel Embiid. Je pense qu'il va en prendre plein le museau, notre ami. On va commencer ce focus donc en deux parties avec Carmelo Anthony. Donc, il a été envoyé chez les Hawks qui n'en veulent pas, on peut les comprendre. Il prend 28 millions, il est aujourd'hui agent libre. Il y a deux franchises vraiment, il y a deux franchises qui tiennent la corde pour lui. C'est les Lakers ou les Rockets. Tu le vois où? Ah, déjà, je vois Carmelo là, dans son hamac, avec un Morito. Ça lui met un bon cigare. Se dire, ah, j'ai pris 28 millions, au calme. Maintenant, je peux choisir mon équipe. Alors, c'est triste de dire ça, mais lui, il s'en sort gagnant, très clairement, Carmelo. Maintenant, le choix le plus logique, ça serait Houston. On sait que Houston, ça fait un paquet de temps qu'ils essayent de maillotcher sur le dossier pour le faire venir. Peut-être que eux ont donné des idées aussi à OKC en organisant ce trade à 3. Pensez à ça, comme ça il est libre et puis nous on peut le récupérer. Parce qu'il fallait bien trouver une solution pour libérer Carmelo de son contrat. Ça fait un bout de temps aussi que nous qu'on le voit à Houston avec Chris Paul et James Harden. Je le vois plus à Houston que Lakers, personnellement. Dans quel rôle à Houston? Forcément, déjà, ça fait plusieurs émissions que je dis que Carmelo Anthony, il faut qu'il sorte du banc, très clairement, pour moi. Est-ce qu'il acceptera? C'est la grande question. Est-ce que Mike D'Antoni, est-ce qu'à l'époque, à New York, ça a marché, Mike D'Antoni Ça n'a pas été fou. En fait, Mike D'Antoni avait construit à l'époque autour de Gallinari, avec Raymond Felton, avait construit quelque chose de plutôt pas mal. Vraiment, Felton n'a jamais été aussi bon que sous l'ère d'Antoni. Et l'arrivée de Melo a fait tout exploser et les problèmes ont commencé en fait. Le travail d'Antoni avait commencé. L'arrivée de Melo, Wilson Chandler, Danilo Gallinari et il y avait Amaris Raymond Stoudemire. Ouais. Et l'arrivée de Melo a fait tout exploser. Donc voilà, il va retrouver Mike D'Antoni. Mike D'Antoni, où c'est quand même du ultra rapide. Est-ce que Melo a encore ses capacités à shooter en première intention? Oui, il l'aura toute sa vie d'ailleurs, ça, mais est-ce qu'à accepter les traversées de terrain et avoir James Harden ou Chris Paul balancer au bout de 5-6 secondes d'attaque, je ne sais pas. Est-ce que Mike D'Antoni va être capable de dire à Melo, et à un moment donné, il va falloir qu'il soit capable de lui dire, écoute Melo, nous on te veut, mais dans un rôle différent. En booster, en joker offensif, en sortie de banc. Je pense que c'est Mike D'Antoni qui va dire ça parce que pour moi le point commun entre les Chris Paul, parce que le point commun entre les Lakers et les Rockets, c'est que chacune de ces équipes-là a un joueur, exactement, un joueur. C'est peut-être les deux seuls NBA qui sont capables de dire à Melo, frère, arrête tes conneries, viens jouer avec nous, tu te mets juste en finisseur là, shooter, tu sors du banc, tu vas nous faire du bien, tu finiras les matchs, t'inquiète pas, mais arrête tes conneries quoi. Et en plus, et je crois que ça soit LeBron James et Chris Paul, ils sont capables de ça. Et regarde, ça nous ramène à quoi? Quand est-ce qu'ils ont joué les trois ensemble? Team USA. Et finalement, quand est-ce que Melo a été magique? A été exceptionnel, c'est avec Team USA. Donc je pense que ça soit Chris Paul ou LeBron James, c'est peut-être les deux seuls joueurs et pourquoi pas futurs coéquipiers de Melo qui peuvent lui dire chef, il faut que t'arrêtes. Après Mike D'Antoni reste quand même le patron de cette équipe. Mais tu connais l'impact des joueurs, joueurs majeurs dans cette ligue. On voit ses stats l'année dernière. C'est quand même un mec qui met 16 points avec 6 rebonds, avec un pourcentage correct. C'est les pires saisons statistiques de sa carrière parce que effectivement, c'est la première fois qu'il se retrouvait dans une troisième option, mais c'est quand même un mec qui t'apporte encore des valeurs sûres. Et pourquoi je le vois à Houston? Je pense qu'à Houston, il pourrait faire des carnages. On connaît le système de Mike D'Antoni avec les deux arrières, Paul et James Harden, et ces mecs, et Clint Capella qui joue sur la baseline, qui attendent les passes lobées, et les deux autres joueurs qui sont là, prêts pour du catch and shoot et tir à 3 points. Carmelo, forcément, poste 4, du côté des Rockets, dans un corner bien au large ou à 45 degrés, à attendre les drives, les fixations de Chris Paul et de James Harden pour les kick-outs. Et on sait qu'à 3 points en catch and shot, Carmelo Anthony, sur sa carrière, il y a rarement eu des mecs meilleurs que lui sur du catch and shot pur et simple pour dégainer. Donc il pourrait faire quelques petits cartons dans ce système vraiment au large où Clint Capella monopolise la raquette et lui pourrait se régaler sur des 20-25 minutes. Je pense qu'il pourrait faire quelques chantiers. On a beaucoup parlé de Houston. Toi, chez les Lakers, ça te parle beaucoup moins? Non, ça me parle beaucoup moins parce que Carmelo, il arrive à un âge, j'espère qu'il réfléchit comme ça, où l'objectif, c'est quand même la bagouze. Je pense qu'aller aux Lakers dès la saison prochaine, cette bague-là, l'objectif champion, à court terme, elle n'existe pas du côté des Lakers, tandis qu'elle existe un petit peu plus du côté des Rockets. Moi, je te rejoins complètement là-dessus. Et puis surtout, ils ont Kyle Kuzma. J'ai l'impression qu'en plus, Melo aujourd'hui joue 4. Il était vraiment un pur 4. Et j'ai l'impression qu'avec Kyle Kuzma, il risque de se marcher dessus. Bien sûr. Et le petit les Lakers sont dans ce process de faire quand même se jouer les développer. gamins. On a vu qu'ils tenaient à leur jeune quand même dans cette free agency parce que les Spurs avaient été très gourmands. Ils voulaient récupérer Ingram, Kuzma. Ils ont dit non. Et donc, les Lakers tiennent beaucoup à leur jeune. Et c'est vrai que mettre Melo en concurrence directe avec Kuzma, ça ne sera pas du rendre service. Dites-nous dans les commentaires, vous savez que vous préférez voir le Carmelo Anthony avec LeBron chez les Lakers ou avec Chris Paul.
chez les Rockets. Ou à Pôle emploi. Ou à- chez- En tout cas, Melo n'est plus à OKC et OKC récupère Dennis Schroeder. Ouais, Moi, j'étais très surpris. moi aussi. Mais finalement, je me dis, putain, c'est pas si con que ça. C'est pas si con que ça. Alors, Ah ouais, maintenant, tu trouves Ah, mec, ça fait un pétard ambulant de plus. Hein. c'est un meneur. Déjà, c'est un vrai meneur. Un peu plus meneur. Pour moi, c'est un vrai numéro 1. Alors que Westbrook, on sait que c'est un combo. Et là, on en parlait avant l'émission, il va sortir du banc. Je Ils vois vont pas, starter je vois avec. Parce que regarde, si tu startes avec Schroeder en 1, Westbrook en 2, Paul George en 3, tu mets Robertson en 4, Adams en 5. pas. Ah, gros, t'es petit, T'as tu vas manger sur les postes adverses. Gros. Après, tu peux adapter en match. Tu peux adapter, tu peux adapter selon Tu peux défendre très très fort, mettre des pressions défensives sur les extérieurs. Très vilaine. Quand tu as Adams en pivot qui contrôle tout, Robertson qui est quand même un 3 mais qui peut jouer 4 et costaud, Paul George défenseur d'élite, Westbrook il met de l'énergie et Schroeder sur l'homme il est très dur. Moi, j'ai du mal à croire à ce. Plutôt sixième homme, alors. Ouais, moi, plutôt sixième homme pour moi. Ça va lui faire du bien à l'ami Dennis. Déjà, il faut qu'il dégonfle un petit peu ce melon. Dennis Schroeder, à Atlanta, il est vite monté. Il a vite s'il senti pousser des ailes rapidement. Il n'a pas gagné beaucoup de matchs. Alors, certes, cette équipe d'Atlanta a été détruite, mais on lui a filé les clés de la boutique. Après, Paul Millsap est parti. Pas mal de gros joueurs sont partis. Donc, il a fait une saison cata l'année dernière. Des attitudes très borderline l'année dernière du côté des Hawks. Je pense qu'il faut qu'ils sortent du banc. Mais je trouve ça moyen. Je trouve que c'est le loup dans la bergerie, une fois de plus, Dennis Schroeder. Déjà, c'est pas un meneur, tu ramènes pas d'adresse. C'est un mec à 29% à 30 ou 30% Non, sur tu ramènes du sur le slash. tir à 3 points. Tu ramènes ramènes du slash, tu de la ramènes du vitesse. drive une fois de plus. Tu ramènes pas tu ramènes pas un mec qui Justement. est complémentaire à Russell Westbrook. Tu ramènes le même. Justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que les deux peuvent jouer ensemble? Ouais, c'est compliqué. Ou alors le coach, il va finir. On va y il va finir on va avec une venir, belle notre ami calvitie. Billy Donovan. Donc toi, tu partirais sur Westbrook en 1, Paul George en 2, Robertson en Robertson en 3, 3. et tu mets Grant, parce qu'on sait que bon, Melo est parti, tu mets Grant en 4 Grant en 4 et Steven Adams. et Steven en 5. Adams en 5. Ça moi- manque de pour moi, talent un petit peu après offensif. Ah bon Robertson, Ah, bah, Grant, Tu veux pas 5 joueurs qui mettent des pions. T'as Non, déjà d'accord, Russell mais Westbrook bon. et Paul George. Erwan, à un moment donné, D'accord. quand t'as Paul George et Russell Westbrook dans un 5 majeur, il faut des soldats autour. Ce que sont Steven Adams, ce que sont Jeremy Grant et ce que sont on sait que Andrés Steven Adams Robertson. peut mettre des points aussi. Hein. Bien C'est sûr. vrai qu'il peut largement mettre entre 10 et 15 points Et par donc, match. Grant et Robertson, pour moi, c'est les deux compléments parfaits au croqueur Russell Westbrook et à l'attaquant hors norme qu'est Paul George. Je peux pas mettre un Et tu troisième. fais Tu peux sortir- pas mettre un troisième mangeur de ballon dans un star. Et tu fais sortir Schroeder, du banc. Exactement. Moi, je suis très curieux de voir comment faire Billy Donovan. Justement, c'était ma prochaine question. C'est que mine de rien, quand on regarde l'effectif d'OKC, il y a Ouais. du matos. Alors, Melo est parti et Schroeder arrive, donc c'est un petit peu. C'est deux mecs qui aiment la balle. Schroeder est plus jeune, donc sur le poste de Westbrook en tout cas, on va voir. Mais est-ce que l'évolution réelle de cette équipe-là, elle passe pas par Billy Donovan, qui l'année dernière a été énormément critiqué à juste titre par des rotations assez bizarres, par des formes de jeu assez simplistes, voire inexistantes. Billy Donovan, je pense que c'est une saison charnière pour lui. Les 2 premiers mois vont dicter la suite de la saison pour OKC. Billy Donovan, si tout se passe bien, on le verra en playoff. Si les 2 premiers mois, ça se passe très moyen en termes d'alchimie, en termes d'implication de Paul George, qui, vu que maintenant il s'est engagé sur du long terme, va vouloir quand même quelque chose d'un peu plus carré autour de lui, une organisation très précise, Russell Westbrook, Paul George. Si ça se passe mal et que les résultats vont pas bien, si Steven Adams est pas épanoui dans le jeu, Billy Donovan, je pense qu'il va sauter. Il va falloir aussi gérer le cas de Dennis Schroeder. C'est un mec qui sort d'une saison à plus de 30 minutes où il shootait tous les ballons. Si lui, il arrive avec cette mentalité de dire dès que je rentre sur le terrain, je shoote tous les ballons, Billy Donovan, il va falloir qu'il coach Dennis Schroeder. Et là, on parle les coachs, il va servir à ça, à expliquer à Dennis Schroeder durant le training camp, écoute, c'est pas Atlanta, ici on va gagner entre 45 et 55 matchs, on va faire les playoffs, donc il va falloir que tu mettes un petit peu l'eau dans ton bain, il va falloir que tu sois irréprochable en termes d'attitude, il va falloir que tu sortes du banc, que tu fasses jouer un petit peu les autres, pas que tu fasses du drive à outrance et que tu prêtes 5-6 tirs à 3 points alors que tu mets pas un panton, et ça c'est le boulot de Billy Donovan, on va voir ce qu'il est capable de C'est faire. très bizarre, parce que tu l'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu le même profil Westbrook-Schroeder. Alors, Westbrook est quand même plus adroit, mais Schroeder, beaucoup de slash, beaucoup de pick and roll. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de les voir jouer tous les deux, voir ce que ça peut donner. Alors, ça peut être peut-être catastrophique, mais je sais pas pourquoi. Déjà quand Russell Westbrook est tout seul, Ouais. tu deviens dingue, alors si tu vois les deux en même C'est temps... vrai, mais je sais pas pourquoi, et il y a aucune méchanceté ou moquerie là-dedans. Ça m'intrigue. Mais Dennis Schroeder est un fort joueur. Hein. Ouais, Je l'ai ouais. regardé dans les fenêtres de qualif. Là. Il y a eu un Allemagne-Serbie où les Allemands sont partis jouer en Serbie. Il a fait chantier monumental. C'est un fort joueur, mais qui doit être. Qui a tout le temps été le pion Peut-être que majeur. Westbrook peut aussi le cadrer. Ouais. Non, mais dans le comportement. Moi, je sais pas pourquoi, sans dire que ça m'excite,
Je suis très très curieux C'est de voir la curiosité. Ouais, On va je suis voir- très voir curieux de comment voir, ça- comment ça va se de voir passer. comment va être utilisé Schroeder. Dites-nous vous dans les commentaires si vous voyez plutôt Schroeder associé dès le 5 majeur avec Westbrook. Du coup, on décale Westbrook en 2. Ou si vous imaginez plus Schroeder sortir du banc. Je pense que ça sera d'ailleurs plus la majorité des gens qui voient sortir Dennis Schroeder du banc. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour de toute cette actualité. Une petite pensée aussi à Timothée Luwawu-Cabarrot, qui à OKC va peut-être avoir un petit peu plus de minutes qu'à Philly. À Philly, il a loupé le coche. À un moment donné, il était starter. Il L'arrivée n'a de Bellinelli, ça le il a plombe. pas trop mis dedans sur quelques matchs. Ils ont tenté Bellinelli, qui a été énorme. Timothée Luwawu-Cabarrot a disparu de la circulation. Là, OKC, sur un poste extérieur, sur le poste 2, qui est un peu plus ouvert que le poste 3, parce qu'avec Paul George, c'est un pari un petit peu bouché. Je pense qu'il y a peut-être quelques petites minutes à grappiller pour le Frenchie, qui était très content de rejoindre OKC. Très bien. Non, mais Et- il fallait le souligner quand même. Tu fais très bien de le souligner. Il y a eu quelques petites news. Bien sûr. Prépare-toi, c'est les news tout de suite. Bryant on the move with the jumper. He got it! Allez, 3 petites news pour finir l'émission. Une qui a ravi Thomas Dufin, c'est Michael Beasley aux Lakers pour une saison pour 3,5 millions. Bon, je trouve pas ça si mal que ça. Alors, ça nous fait Maggie, Stephenson, Michael Beasley. Mais bon, il y a LeBron pour gérer tout ça. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne signature. Alors, Michael Beasley, On l'a vu l'année dernière à New York. C'est un. c'est un sérieux scoreur. Pour moi, et après j'en ai discuté avec Franck Nilikina quand on l'avait reçu en off, on parlait d'un peu d'Enix, je lui demandais mais qui était le joueur le plus impressionnant à l'entraînement. Il me disait Michael Beasley, je dis sérieux? Il me dit Michael Beasley. Alors parfois à l'entraînement il n'avait pas envie de s'entraîner, donc voilà, mais quand un jour il arrivait à l'entraînement et qu'il avait envie de jouer, il était inarrêtable, il marquait sur chaque possession. Il me dit c'est un des plus grands talents offensifs de cette ligue. Alors forcément, les fils ne sont pas tous connectés aux bons endroits, c'est pas les bonnes couleurs dans la tête, mais individuellement, il était à 14-15 points sur un court temps de jeu du côté d'Enix. Alors oui, c'est un puits, hein, c'est un puits sans fond. Tu lui donnes le ballon, tu peux repartir en défense. Mais c'est une arme supplémentaire, et à 3,5 millions, je trouve que c'est un bon tarot. Maintenant, à voir. Et surtout, à voir- Beasley, on sait que ça marche, tu le laisses, ça marche pas, tu le sors. Exactement. Après, à voir dans le comportement, à gérer tout ça, il va peut-être falloir embaucher Pascal le grand frère à 1,2 million aussi sur les 2-3 saisons. Les RG12, ils vont peut-être matcher l'autre. Exactement. Mais non, là aussi, tu me parlais de Schroeder, Westbrook, tu es curieux. Là aussi, je suis curieux de voir LeBron autour de cet alliage de jeunesse avec Lonzo Ball, avec Brandon Ingram, avec Kyle Kuzma, et cet alliage un petit peu de frappadingue avec Lance Stephenson, Michael Beasley et Javal Magui. Elle est excitante aussi, cette équipe des Lakers. Haute signature, celle-là, elle est beaucoup plus soft. Elle est toujours à Los Angeles. C'est Montrezl Harrell qui reste aux Clippers. Donc, il signe 2 ans, 12 millions. Valeur sûre, notre ami Montrezl. Hein. Oui, Un bon soldat, un bon soldat. Qui a fait une bonne saison l'année dernière, hein, qui a montré de belles choses. Hein. Ouais, qui a été solide. C'est toujours un mec important à avoir dans une équipe qui fait jamais la gueule quand il joue pas. Quand il est sur le terrain, il donne à fond. Tu peux lui envoyer des ballons en l'air, dur au mal, au sol. Voilà, bon petit joueur NBA qui aura fait une petite carrière, qui aura exploité ses qualités au maximum. Et on finit avec Nemanja Bjelica qui est sur Surpris. 3 ans aux Kings. Surprenant. En une semaine, on a tout entendu. Ouais. Il devait signer aux Sixers. Finalement, il refuse. Il prend pas le contrat de 4 millions et quelques. Et on l'annonce en retour en Europe. Même lui a dit qu'il Ouais. voulait venir en Europe. pour Retour sa en Europe famille. et finalement c'est aux Kings donc il signe 3 ans pour 20,5 millions. La dernière année n'est pas garantie, voilà, la 3e année n'est pas garantie. Et surtout Bjelica qui nous a dit qu'il avait beaucoup discuté avec Vlade Divac, serbe lui aussi, et que c'était une idole pour lui, que forcément Bien ça sûr. l'avait orienté dans son choix. Bien sûr. Alors, je pense que l'option Europe était vraiment pas loin d'être faite. Fener, forcément. Fener encore, le le retour. Fener était dessus, sauf que le Fener, la raquette, elle est bien bouchée. Il y a Yann Vezeli, ils ont signé Geoffrey Lauvergne. Ils ont un gamin là, de Verioglou qui a 23-24 ans, un grand pivot qui commence à émerger un petit peu. Rajouter Nemanja Bjelica, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup. Le CSKA Moscou n'ont pas voulu. Ils ont toujours l'ancien de Boston, là, l'italien, Datome. Gigi Datome au fait Fener. 4, ouais. Oui, ils l'ont encore. Donc galère, une hein. belle petite équipe. Le CSKA Moscou, on avait pensé au CSKA Moscou aussi, finalement ça s'est pas fait. Et puis, je crois que Nemanja Bjelica a parlé à Vlade Divac, mais surtout, il a parlé à son ancien coéquipier au Fener, Bojan Bogdanovic. Les deux vont se retrouver, ils ont joué ensemble au Fener. J'adore ce joueur, Bjelica, qui était dans une franchise où Thibodeau jouait à 7. Donc lui, il jouait que quand il y avait des mecs blessés. Et quand il y avait des mecs blessés, il était sur le terrain. Parfois, il a fait quelques cartons, il a fait des pointes à 28 ou pas loin des 30 sur quelques matchs où il a eu des minutes. C'est un joueur qui mérite d'être vu sur une saison complète, avec des minutes, avec un vrai rôle précis, pas tu joues quand il y a des mecs blessés, et j'espère qu'il aura ce rôle-là du côté des Kings, parce qu'aux Kings, c'est quand même un vrai chantier, et je pense qu'il y a moyen de trouver une petite place pour ce bon Bjelica. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà, on a fait un petit peu le tour de l'actu. Et Dieu sait qu'elle est chaude en ce moment en NBA. Alors, jeudi ou vendredi,
Suivez bien sur les réseaux sociaux. Il y aura l'interview de Joel Embiid et de Jamal Murray qu'on a rencontré lors d'un événement Adidas. C'était le week-end dernier, c'était ce dimanche dernier. Au Parc de la Villette. Et puis après, il y aura plein encore de tu préfères. Restez Il y aura bien des tu préfères, connectés des débats. sur la First Team. L'été est loin d'être fini. Il y a encore plein de vidéos qui arrivent. Ciao l'équipe. Merci Steph. Ciao, Erwan.